Plus de 317 000 candidats en lice à la conquête du brevet d'études au premier cycle session 2020. Dans la région du centre, le coup d'envoi a été donné ce matin par le gouverneur des examens inédits qui se déroulent sous la pandémie du nouveau coronavirus. Reportage à suivre dans un instant. Mandat de dépôt contre Safiatou Lopez Zongo. Elle écope de 12 mois ferme de prison après avoir été jugée coupable dans l'affaire de diffamation à l'endroit de l'adjudant-chef-major Abdoulaye Sawadogo. L'activiste burkinabé va faire appel. Sa réaction à suivre dans cette édition. La Côte d'Ivoire pleure le lion de Korogo. Un hommage national est rendu au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet d'une crise cardiaque à 61 ans. Entre tristesse et témoignage, l'émotion était à son comble ce matin au palais présidentiel, comme vous le verrez dans un instant. Voilà pour les titres de LC à 20 h. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. C'est parti pour les épreuves écrites et orales du brevet d'études du premier cycle session 2020. Après une année d'apprentissage, le moment est venu pour les élèves de faire évaluer leurs connaissances. Cette année encore, ce sont les candidats au CEP et au BEPC qui passent les premiers. Le coup d'envoi a été donné ce matin dans la région du centre par le gouverneur. 317 995 000 candidats répartis dans 1460 centres de composition sont en lice cette année à la poursuite du précieux sésame Alain Coulibaly. L'air inquiet, ces candidats au brevet d'études du premier cycle session 2020 attendent impatiemment les épreuves écrites du premier tour. Après plusieurs mois d'études et de préparation, l'heure est enfin là pour mettre en application ce qu'ils ont appris. Et pour leur apporter soutien et encouragement, le gouverneur de la région du centre accompagné d'une forte délégation. 7h30, il est l'heure d'ouvrir les scellés de l'épreuve de dictée. Le devoir du fils, un texte tiré du roman Quand les coris se taisent de l'écrivaine malienne Fatoumata Keïta, leur sont administrés. Pas retenu donc pour le département de l'éducation nationale au vu des multiples défis sécuritaires et sanitaires que connaissent le pays. Les cours ont été suspendus en mi-mars. Il restait en ce moment 1 mois et demi de cours, ce qui a été fait après la rentrée depuis le 1er juin. Donc du 1er juin au 14 juillet, nous sommes à 1 mois et demi. Et les enseignants et tous les acteurs ont mis les bouchées doubles pour rattraper ce qui devait être rattrapé pour ce qui concerne les classes d'examen. Pour ce qui concerne les 5 régions où véritablement il y a un problème d'insécurité, le gouvernement a aussi mis des dispositifs pour permettre à chacun des candidats dans ces zones-là de pouvoir faire l'examen en toute sécurité. C'est pourquoi il y a eu des regroupements tendant à mener les différents candidats dans les zones, dans les villes où la sécurité est assurée. Je constate avec satisfaction que tout a bien commencé. Vous savez que l'année 2020 a été marquée par la pandémie de la Covid-19, mais malgré tout, le gouvernement a mis les bouchées doubles pour que, en tout cas, les cours puissent se poursuivre, surtout pour les classes d'examen, afin de permettre le bon déroulement des examens cette année. Nous avons encouragé, nous avons souhaité beaucoup d'échanges pour que les examens se passent bien et que, en tout cas, ils soient satisfaits des résultats. 317 995 candidats répartis sur 1460 centres de composition prennent part au brevet d'études du premier cycle cette année. La proclamation des résultats du premier tour sont prévus pour le mercredi 22 juillet. De rejoindre les centres d'examen par ces temps de saison de pluie. Certaines localités sont difficilement accessibles, surtout pour les enseignants surveillants comme membres du jury. Certains ont dû traverser des routes inondées à la nage pour rejoindre les centres d'examen. Nous écoutons 2 enseignants de la boucle du Moun et du centre nord, Marc Wenpouré et Badri Drissa, les héros du BEPC 2020. Donc le voyage a été un peu pénible. Voilà, donc il a plu le dimanche, on s'est levé le lundi pour pouvoir rejoindre le poste parce qu'on avait une rencontre technique avant les épreuves, avant d'admettre les épreuves.
Donc bon, après ça, arrivé, on a pu traverser, mais il y avait un autre barrage où là-bas, j'ai pas eu le temps de prendre des photos parce que là-bas, le débit d'eau était assez élevé. Donc si je m'amusais là-bas à prendre des photos, c'est pas évident que je puisse m'en sortir. Mais je suis sûr que d'ici la fin des examens, je vous enverrai les photos pour vous montrer un peu comment, dans les conditions dans lesquelles les examens se sont déroulés. Hier, nous avons reçu une très grande pluie dans le village de Kona, où nous travaillons au lycée départemental de Kona. Le lycée est situé derrière le barrage. Donc quand il y a eu la pluie, nous avons eu toutes les difficultés pour rejoindre notre établissement afin de préparer la salle pour les candidats. Donc, nous avons tenté à plusieurs reprises dans la matinée pour traverser, mais on n'a pas pu. C'est pratiquement dans l'après-midi que nous avons pu traverser. Nous sommes allés préparer la salle, mais le président du jury même qui devait venir, il est arrivé pratiquement à 17h. Vu l'état de la voie, voilà, puisque pour quitter Safané, même rejoindre Kona, ça c'était difficile. Arriver à Kona également pour traverser le barrage et puis rejoindre l'établissement, ça c'est une autre équation très difficile à résoudre. Et on reparle encore de ce phénomène à la peau dure au Burkina Faso, l'excision. La pratique des mutilations génitales féminines est interdite, mais elle demeure répandue dans plusieurs parties du pays. Pour lutter contre l'excision, le département en charge de la famille implique les jeunes dans la lutte contre cette pratique dans l'optique d'atteindre la tolérance zéro d'ici à 2030. Les nouveaux ambassadeurs remettent pour ce faire main à main leur message d'engagement au président du Faso. C'était ce matin à Ouagadougou. Oumou Konaté et Bachirou Sawadogo y étaient. Suivez leur reportage. Nous marquons avec force et conviction notre disponibilité entière à accompagner les efforts du gouvernement et de l'ensemble des acteurs de la lutte à travers notamment le renforcement des actions de sensibilisation auprès de nos pairs pour éradiquer les mutilations génitales féminines ainsi que les autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé de la fille et de la femme. La nouvelle génération du Burkina s'empare du sujet des mutilations génitales féminines MJF pour une meilleure vie saine de la femme et de la jeune fille en particulier. Tel un père et ses protégés, Rochma Christian Kaboré est convaincu des résultats finaux de l'engagement des jeunes dans la lutte commune qui est l'éradication totale de ce fléau au Burkina. J'ai pris bonne note de vos engagements dans le travail qui va être fait. Je souhaite à toutes et à tous de pouvoir être efficaces dans cette mission. Et je pense que sur les prochaines années, nous aurons l'occasion ensemble encore de nous retrouver pour faire le bilan de l'action que vous aurez vous aussi apportée dans le cadre de ce travail-là. Pour mettre fin à la violence basée sur le genre et aux pratiques néfastes telles que les MJF, la sensibilisation doit être la priorité des priorités, selon Marie-Laurence Ilboudo. Nous attendons de la sensibilisation déjà par les pères, parce que c'est eux qui vont faire des enfants. C'est eux la majorité des filles qui ont été protégées par ces engagements de 30 ans. Qu'elles ne retombent pas, parce que nous voyons aujourd'hui cette pratique change de forme. Soit elle est le rabattement de l'âge pour que les filles soient moins volontaires, ou le déplacement dans les pays voisins, ou mieux encore, certains suggéraient la médicalisation de l'excision, ça veut dire de faire dans un milieu hospitalier. Et toutes ces formes doivent être luttées aujourd'hui avec cette jeunesse éduquée qui sait que toutes les formes proposées pour l'excision ne peuvent pas justifier qu'on puisse mutiler les femmes et les filles au Burkina Faso. Dans le bien fondé de leur mission, les nouveaux ambassadeurs de la lutte contre les mutilations génitales féminines demandent l'entière disponibilité du président Kaboré. Nous sommes au niveau du monde communautaire. Nous attendons surtout un accompagnement technique et financier parce qu'au niveau de la base, nous avons les équipes qui sont disponibles, mais il faut ne serait-ce qu'un accompagnement pour pouvoir mener à bien des activités terrain.
Lors de la célébration conjointe de la 17e journée internationale de la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines et de la 20e journée nationale de lutte contre la pratique de l'excision, la jeunesse reprend le flambeau de la lutte. Et ce matin, elle reçoit le fanion qui marque son engagement dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Elle le reçoit de la main du président du Faso, champion de l'Union africaine pour la promotion de l'élimination des mutilations génitales féminines en Afrique. Direction la Côte d'Ivoire à présent où le pays rend un hommage national au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier d'une crise cardiaque à 61 ans. Le lion de Korogo a reçu les honneurs civils et militaires en présence de nombreuses personnalités dont le président ivoirien Alassane Ouattara, son homologue sénégalais Macky Sall ou encore le Premier ministre burkinabé Christophe Dabiré et le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Dauphin désignant du président Ouattara qu'il avait adoubé en mars, Amadou Gon Coulibaly a été fait Grand Croix de l'Ordre national, la plus haute distinction du pays à titre posthume lors de la cérémonie. Entre tristesse et témoignage, l'émotion était à son comble ce matin au palais présidentiel, comme vous le verrez dans ce témoignage de Henriette Diabaté, grande chancelière de l'Ordre national. De ces qualités humaines, les exemples foisonnent en ce qui nous concerne, en ce qui concerne nos rapports particuliers. J'en retiens deux que je souhaite partager avec vous, car ils ont contribué fortement, l'un et l'autre, à affermir le lien qui nous unissent. Mesdames et messieurs, plusieurs parmi vous le savent, et Mme Kandia l'a rappelé tout à l'heure. Un jour de l'année 1999, des forces de l'ordre ont fait irruption au siège du RDR pour arrêter la secrétaire générale, en l'occurrence ma modeste personne. Comme je m'apprêtais à me rendre, Amadou s'est interpellé et a déclaré qu'avant d'arrêter Mme Henriette Diabaté, la secrétaire générale, il faudra d'abord l'arrêter lui, le secrétaire général adjoint. À sa suite, les camarades présents ont offert leur poitrine et nous avons été tous embarqués pour la Maca. Je pense souvent à cet épisode de ma vie qui révèle le courage, la générosité et le leadership d'Amadou Gon Coulibaly. Et je me dis, s'il a été un bouclier pour moi, la Tanti, qu'était-il alors pour sa mère? Qu'était-il pour son épouse et pour ses enfants? Qu'était-il pour ses frères, ses parents et les membres de sa grande famille? Un autre épisode, celui-là moins connu, c'est celui où nous sommes en 2000 et je suis convoqué toujours comme secrétaire général du RDR à la DST pour un interrogatoire. Encore une fois, celui qui m'accompagne est Amadou. Arrivé dans la cour de la police, nous avons vu mon fils gisant au sol, ensanglanté, méconnaissable, presque inanimé. Amadou, choqué autant que moi, a alors manifesté une émotion qu'on lui connaissait peu. Une larme a coulé sur sa joue. Ces deux moments de vie militante ont contribué à marquer à jamais mon attachement pour Amadou. Il n'était plus seulement pour moi l'homme politique avisé, le collaborateur efficace, mais un homme plein, généreux, courageux. Mesdames et messieurs, à quelques mois d'une échéance importante, l'unanimité que nous observons autour d'Amadou, cette unanimité n'est-elle pas un signe pour rappeler à nos compatriotes, à nos leaders politiques, de tous horizons, que la paix dans laquelle nous vivons
doit être considéré comme un bien commun à préserver. Une démission en plein deuil national, toujours en Côte d'Ivoire. Je vous l'annonçais hier, Daniel Kablan-Denkan quitte son poste de vice-président officiellement pour des raisons personnelles. Et à 4 mois de l'élection présidentielle, son départ n'est pas sans conséquence. La presse africaine analyse dans sa parution du jour cette démission sous toutes ses formes. On voit cela avec Drissa Traoré dans la revue de presse. La démission du vice-président ivoirien Daniel Kablan-Denkan. Denkan Ouattara, la fin, arbore en titre l'Inter d'Abidjan qui relate l'ambiance au palais des dernières heures du désormais ex-vice-président. Dans les coulisses de sa démission, l'Inter indique après des jours de rumeurs sur son départ, Denkan a franchi le pas. Il a démissionné hier pour convenance personnelle. Et pour le journal ivoirien, en 2020, l'ancien Premier ministre a certainement touché les réalités du pouvoir exécutif depuis sa nomination à la vice-présidence le 10 janvier 2017. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi? S'interroge l'intelligent d'Abidjan. Denkan a indiqué qu'il rend le tablier pour des raisons de convenance personnelle, ce qui signifie pour des raisons relevant de sa vie privée, poursuit le journal selon lequel les vrais causes de cette démission sont ailleurs. En effet, des sous-concordants assurent qu'il s'agit de désaccords au sujet du choix du Premier ministre Gon Coulibaly comme candidat du RHDP pour la présidentielle du 31 octobre 2020. Et l'intelligent d'Abidjan de s'interroger davantage. Denkan voulait-il un processus plus ouvert, plus démocratique avec vote, une sorte de primaire? Voulait-il lui-même être candidat? Sans en apporter des réponses, le journal conclut Denkan ouvre l'histoire d'une rupture avec Ouattara alors qu'il était le chantre du refus de la rupture. Pour aujourd'hui au Faso, certains n'y voient pas chahuter ni quereller à la Soro, mais quand on devine derrière les lignes du communiqué lu sur le perron de la présidence, une dureté de la séparation, des ressentiments cachés, mais comme Denkan n'est pas un va-t-en-guerre, il n'a eu le tempérament ni le temps pour ça. Les apparences sont sauves. Mais à ce qu'on dit, les termes du communiqué initial avaient éludé la vraie date du départ voulue par le désormais ex-vice-président et c'est sur insistance du démissionnaire qu'on n'a pas biffé ces mentions utiles, constate le quotidien burkinabé. Aux yeux de Wakat Sera, un autre quotidien burkinabé, cette démission est un coup dur pour Ado. Il pleut des coups durs sur Ado, titre-t-il. Denkan, tranché du PDCI qui, après ces moments de zèle et discours enflammés contre sa famille politique d'origine, au profit des RHDP dont l'accouchement se faisait dans la douleur et le forcing, avait bien vite commencé à se sentir à l'étroit dans ses costumes. Pourtant, XXL, de nouveaux défenseurs acharnés du RHDP. Pris en sandwich entre Ouattara et son fils feu Amadou Gon Coulibaly, Denkan avait commencé à en avoir marre de ses fonctions de vice-président qui le confinait dans ce rôle de reine d'Angleterre où inaugurer les chrysanthèmes constituait son quotidien. Quoi qu'il en soit, le coup est dur pour le président. Le ciel est tombé sur la tête d'Alassane Ouattara, poursuit Wakat Sera. Il serait difficile de trouver une autre expression pour traduire la mauvaise passe que traverse actuellement le président ivoirien. Si Fraternité Matin, de son côté, ne s'avance pas sur les causes de ce départ et souligne simplement que le chef de l'État, Alassane Ouattara, a rendu hommage à Denkan pour le travail abattu pendant de longues années, le journal qui rappelle que le processus a été long, le vice-président avait remis sa démission le 27 février dernier. Le chef de l'État l'avait rencontré plusieurs fois avant de signer un décret mettant fin à ses fonctions le mercredi 8 juillet 2020. Le nouveau réveil, lui, s'alarme suite à cette démission. Côte d'Ivoire sans vice-président, un vide constitutionnel dangereux, jusqu'à quand? Demande de manifestants au Mali, la libération des leaders de la contestation arrêtés en fin de semaine dernière. Le pouvoir malien les a libérés hier, un peu plus tôt dans la matinée. Une libération dans un apparent geste d'apaisement après les troubles sanglants qui ont agité la capitale bamakoise en fin de semaine. Des tirs nourris ont été encore entendus ce lundi dans le quartier de Badalobougou, fief de la grande figure de la contestation, l'imam Mamoudou Diko, le principal foyer de tension. La situation demeure volatile et la communauté internationale inquiète appelle à la retenue de toutes parts.
Retour au Burkina Faso où le chef de file de l'opposition politique CFOP donne sa lecture des faits sur le récent rapport de Human Rights Watch, un rapport sur des exécutions sommaires dans le Soum, le conflit intercommunautaire dans le Poni, aussi la discorde relative au report des législatives, point d'achoppement entre l'Assemblée nationale et les partis politiques, ainsi que les élections de novembre prochain, constituaient entre autres le menu de la conférence de presse du CFOP qui a eu lieu ce matin à Ouagadougou. Le compte rendu avec Gilles Dasda, Constantin Sieda. Les accusations d'exaction se poursuivent contre les FDS burkinabés. La dernière sortie de Human Rights Watch en la matière inquiète l'opposition politique affiliée au CFOP. Les accusations d'exécution sommaire sont répétitives. Elles sont de nature à diviser davantage les Burkinabés et à créer un terreau fertile au recrutement des terroristes. Autre sujet ayant trait avec l'insécurité, les élections de novembre prochain. De ces élections, l'Assemblée nationale recommande un découplage et un différé d'une année pour les législatives. Absolument, à peu près un chemin normal. Les élections peuvent se tenir, on prendra acte après les élections. Là où elles n'ont pas pu se tenir, il faut organiser, la classe politique peut se retourner et organiser des élections partielles, claires et à un autre temps. Mais enlever le processus, voudrait dire tout simplement qu'on a donné raison à l'apologétisme. Parlant de cette proposition des membres de l'hémicycle, comment comprendre une telle prise de position des députés sans que les différents états-majors des partis politiques n'en soient informés? Et nous sommes même étonnés que les députés puissent adopter ce rapport-là sans se référer à leur état-major. Mais comme on le dit, quand moi je suis un passionné de pêche, quand vous partez à la pêche, qu'est-ce qui fait qu'on attrape le poisson? C'est l'appât. Le poisson, il voit l'appât, il ne voit pas la maison. En réalité, les députés, qu'est-ce qu'ils ont vu? Prolongation du mandat pour un an. Ils n'ont vu que la prolongation du mandat. Ils ne se sont même pas empressés de lire le rapport et c'est même une faute extrêmement grave. Mais je vous dis d'avance que les états-majors des partis politiques et leurs députés se sont compris et que en fait, ce sont des choses qui arrivent, comme on le dit, la langue et les dents sont dans la bouche de temps en temps. Eh bien, il y a des accrochages. Le CFOP évoque aussi les difficultés liées à l'enrôlement et à l'organisation du vote dans certaines provinces du fait de l'insécurité. Un problème en passe d'être résolu grâce au FDS. Pas plus tard qu'hier, je vous l'annonçais, Safiatou Lopez Zongo devrait passer 24 mois ferme de prison avec différentes amendes cumulées qui s'élèvent à 2 500 000 francs CFA. La présidente du cadre de concertation nationale des organisations de la société civile a été jugée coupable de diffamation à l'endroit de l'adjudant-chef-major Abdoulaye Sawadogo, commandant de la brigade de recherche de Ouagadougou. Retour sur le film de cette affaire avec Omo Konaté. Tout est parti d'une évasion spectaculaire d'une personne gardée à vue au camp Paspanga de Ouagadougou dans une affaire de vol et de recel de cyclomoteurs. L'histoire est relatée par le journal Courrier Confidentiel à la mi-décembre 2019 sous le titre « Soupçon de corruption au camp de gendarmerie de Paspanga, le commandant de brigade, les délinquants, les 14 millions et la commerçante ». L'enquête faisait cas d'une affaire de vol et de recel de cyclomoteurs ainsi que de vol d'argent. Mais des présumés délinquants arrêtés dans cette affaire, un s'est échappé du camp de la gendarmerie. Et Dame Safiatou Lopez s'étonnait sur sa page Facebook de la manière dont le commandant de la brigade de recherche de Ouagadougou a pu laisser un escroc s'échapper de cette forteresse. Pour l'adjudant-chef-major Sawadogo, c'est une diffamation. Il a donc saisi les instances judiciaires pour laver son honneur. À la question, Safiatou Lopez est-elle coupable de diffamation à l'endroit de l'adjudant-chef-major? Le tribunal a répondu oui. Le verdict rendu hier condamne la bouillante activiste de la société civile à 12 mois de prison ferme, une peine qui se trouve aggravée avec la révocation d'un sursis dont elle a bénéficié en 2018. Au total, la présidente d'honneur du cadre de concertation nationale des organisations de la société civile devra donc purger une peine de 24 mois
derrière les barreaux et payer 2 millions de dommages et d'intérêts ainsi que les frais d'avocat. Madame Lopez n'est pas prête d'accepter ce verdict. Depuis Abidjan, où elle se trouve confinée suite à la fermeture des frontières, elle annonce qu'elle va interjeter l'appel de la décision. Affaire à suivre. Quelle est la réaction de Dame Lopez après cette condamnation? Celle-là même qui est à la tête du cadre de concertation nationale des organisations de la société civile dit croire en la justice et comme il fallait s'y attendre, Safiatou Lopez va faire appel. On l'écoute à ce propos. Moi, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que le droit n'a pas été dit parce que moi je n'ai pas reçu la citation directe à main. C'était à mon absence, mon avocat s'est déporté. Je crois que tout citoyen quand même a droit à un conseil pendant le procès, donc je n'ai pas eu d'avocat parce que mon avocat s'est déporté et le tribunal a insisté pour en tout cas maintenir le dossier, sachant que je suis toujours à Abidjan et que les frontières étaient toujours fermées. Donc, qu'est-ce que je peux dire par là? J'ai été doublement, on est en train de me faire la force, c'est-à-dire qu'on m'a arrêté sans raison valable, sans preuve. J'ai fait 4 mois, 8 jours et encore, le même gendarme qui a organisé mon arrestation est encore parti à la justice et la justice me condamne. De toutes les façons, mes avocats en tout cas vont faire appel et j'ai espoir que le droit sera dit et que mes droits seront, en tant que citoyenne, seront respectés. Et c'est avec une autre affaire judiciaire qu'on referme cette édition. On apprend que le tribunal de grande instance de Ouagadougou a été dessaisi de l'affaire des enregistrements sonores impliquant le maire de Ouagadougou, Arma Bewandé, et un juge soupçonné de corruption. C'est désormais le tribunal de grande instance de Diebougou, dans le sud-ouest, qui aura la charge de faire lumière sur le dossier de l'achat de 77 véhicules au profit de la mairie de Ouagadougou. Affaire à suivre. La vie est une rose dont chaque pétale est une illusion et chaque épine une réalité, disait Alfred de Musset. Voilà qui met fin à cette édition de 20h de LCA. Merci de l'avoir suivi. Je serai ravie de vous retrouver demain à la même heure. Bonsoir.